du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Pierre-Étienne Ville, titulaire de la chaire Histoire de la Chine moderne au Collège de France, explore tous les éléments historiques, géographiques, techniques, militaires, politiques, humains et autres qui vont permettre, en 1930, de reconstruire dans la province du Shanxi un très ancien système d'irrigation, le canal Tinrui. Dans son cours intitulé « Ingénieur et philanthrope dans la Chine des seigneurs de la guerre », Pierre-Étienne Ville organise ses leçons autour des problèmes posés par la reconstruction de ce canal qui avait limité dans le passé les effets des cruelles famines qui ravageaient la région grâce à son ingénieux système d'irrigation. Mais le canal n'était plus en état depuis le milieu du XIXe siècle et les malheurs s'accumulaient. Dans son dernier cours, Pierre-Étienne Ville rappelait que le régime impérial et ses froids gestionnaires tenaient de main de fer le pays en évitant au peuple de mourir de faim. D'ailleurs, cette province au nord-ouest de la Chine était utile aux armées qui, avant les campagnes du nord, se ravitaillaient dans la région. Il fallait donc qu'elle puisse produire du blé. Ce matin, Pierre-Étienne Ville sonde avec nous le passé violent de la province. Mais ce passé brutal semblait moins terrible à la mémoire des habitants que le présent dans ce pays sans État, en pleine guerre civile, qui réduisait le Shanxi en cette fin des années 1920 à un champ de cadavres. Le retournement de tendance qui se produit pendant le troisième quart du XIXe siècle n'en est que plus spectaculaire, même s'il est manifeste que les équilibres socio-économiques avaient commencé de se dégrader sérieusement pendant les décennies précédentes. Il y a essentiellement deux facteurs dans ce retournement. Le premier, c'est la réapparition de la guerre au cœur même de la région du Guangdong au début des années 1860, après presque exactement 2 siècles de paix ininterrompue. Et le second, c'est donc la famine de Guangxu, à laquelle je viens de faire allusion. Et il est clair que les destructions et la désorganisation causées par les conflits civils des années 1860 n'ont pu que diminuer la capacité de la société à faire face à la grande sécheresse qui commence en 1876. Ces conflits civils dont je viens de parler sont en fait des conflits interethniques ou entre nationalités, comme on dirait aujourd'hui en chinois. Mais il vaudrait probablement mieux dire intercommunautaires, car les protagonistes sont tous des Chinois, présents dans la région depuis des siècles, et qui parlent exactement la même langue. Seule la religion les sépare, puisque les uns sont musulmans, ce sont donc ce qu'on appelle des Hui, alors que les autres ne le sont pas, et ce sont donc, on les appelle donc des Han. Des Han. La rébellion des musulmans dans le nord-ouest, c'est-à-dire non seulement le Shanxi, mais aussi le Gansu et le Xinjiang, donc jusqu'au cœur de l'Asie centrale, a été une très longue affaire avec de nombreux rebondissements, et l'ordre dynastique n'a été définitivement rétabli dans l'ensemble de cette région qu'en 1877. Encore qu'au Shanxi, l'ordre est revenu et retourné dès 1869. Le héros de cette affaire, toujours du côté dynastique, a été, comme chacun sait, Zhou Zongtang. Zhou Zongtang, né en 1812, mort en 1885, qui est un des plus fameux d'entre ces lettrés devenus généraux pour les besoins de la cause, et qui ont dans les faits sauvé la dynastie des Qing de l'effondrement en venant à bout des rébellions qui avaient mis à feu et à sang plus de la moitié de l'Empire à partir de 1851. Zhou Zongtang, qui s'était déjà illustré en combattant les Taiping, a continuellement résidé dans le nord-ouest avec le titre de gouverneur général du Shanxi et du Gansu entre 1868 et 1880, même si, pendant presque toute cette période, il était en campagne loin à l'ouest, au Gansu et au Xinjiang, donc il ne résidait pas à Xi'an. D'ailleurs, le siège du gouverneur général n'était pas à Xi'an, mais normalement était à Lanzhou, au Gansu. Mais, de toute façon, ce n'est pas cette saga qui m'intéresse. Pour savoir comment les affrontements entre musulmans et chinois, enfin chinois entre guillemets,
ont été concrètement vécues dans la région du Guangdong. Et Zhuozongtang on est arrivé en fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'à la fin de cet épisode, pour se faire une idée un peu concrète des effets qu'ils ont eus et des traces qu'ils ont laissées. Je mentionnerai plutôt une étude tout à fait passionnante dans son détail, encore que très peu connue, même pas du tout connue. Une étude qui remonte aux années 1950, mais qui n'a été publiée qu'en 1993 par la commission des Wenshizhiliao du Shanxi, après la mort de son auteur, qui est un certain Ma Changshou, qui est d'ailleurs connu par ailleurs pour des travaux pas du tout sur cette affaire, mais sur l'histoire vraiment ancienne de cette même région. Cet ouvrage donc en question, que j'ai trouvé par hasard un jour, je l'ai acheté dans la boutique de la grande mosquée de Xi'an, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Cet ouvrage donc est intitulé Rapport d'enquête sur les soulèvements des musulmans au Shanxi pendant l'ère Tongzhe. Tongzhe étant le règne qui précède de Guangxu, que je mentionnerai aussi, donc 1862 à 74. Pendant l'ère Tongzhe et Guangxu, donc. Pendant l'ère Tongzhe, pardon. Comme ce titre l'indique, ce travail est basé sur des enquêtes de terrain, confrontées d'ailleurs avec les sources publiées existantes, c'est-à-dire essentiellement avec les monographies locales des districts de la région, les Difangzhe. Ces investigations, menées par l'auteur et par une équipe d'étudiants et d'assistants, et conduites dans une dizaine de sous-préfectures ou de districts du Shanxi et du Gansu, d'ailleurs en majorité au Shanxi. Ces enquêtes donc datent de 1956 et 1957. L'idée était de retrouver les traces des musulmans qui vivaient dans la région avant et pendant la guerre civile des années 1860, car après cela, ils semblent avoir largement disparu du Guangdong, en tout cas du Guangdong rural, soit parce qu'ils ont été massacrés, soit parce qu'ils ont été contraints d'émigrer ailleurs. En l'occurrence, il s'agissait non seulement de retrouver les traces physiques, c'est-à-dire les édifices, les tombes, les toponymes, etc., mais également de recueillir des témoignages. Et là, nous retrouvons cette dimension de la mémoire dont je parlais à l'instant. Le but de Ma Changshou, c'est ce qu'il nous dit lui-même, était en fait de redresser les distorsions introduites dans l'histoire de ces événements par le gouvernement des Qing, donc les forces de l'ordre, et reproduites par la suite dans les sources officielles. Les sources officielles étant nécessairement partiales. Ma Changshou, qui n'était pas lui-même musulman, et son équipe d'ailleurs, ont donc interviewé un certain nombre d'anciens de la région, dont même les plus vieux, même les nonagénaires, ne pouvaient bien sûr pas avoir de souvenirs personnels sur des événements, dans les années 50, sur des événements survenus entre 1860 et 1870. Mais en avaient en revanche beaucoup entendu parler dans leur famille et dans leur village. Ce qui s'est passé en gros, c'est que les tensions intercommunautaires qui couvaient depuis longtemps au Guangdong, et qui semblent s'être exacerbées dans le courant du XIXe siècle, ont explosé à la faveur des désordres provoqués par l'arrivée des Taiping, des rebelles Taiping, dans la région, donc loin de leur base, en 1862. Les Hui s'étant en quelque sorte trouvés encouragés à répondre, suivant la formule, à ces rebelles venus de l'extérieur, c'est-à-dire à leur faire écho en se soulevant à leur tour et même à s'allier avec eux. De façon intéressante, d'ailleurs, un des chefs Taiping à la tête des détachements qui se sont introduits au Shanxi depuis le sud en 1862 était un Hui, un musulman du Yunnan, donc très loin dans le sud-ouest. Autrement dit, il venait de l'autre grand foyer d'agitation musulmane en Chine pendant ces années. Mais, première question, pourquoi ou en quoi ces tensions entre les Hui et les Han? On peut au moins citer l'explication qu'en donnent les habitants de la région un siècle plus tard. Le problème, d'après eux, ce serait la réussite économique des musulmans. Contrairement à leurs concitoyens Han, les Hui ne fument pas, ils ne boivent pas, et ils ne renâclent pas à la peine. Et c'est pourquoi ils prospèrent, alors que de leur côté, les Han sont toujours endettés. Or, lorsque les conflits économiques qui résultent de cette situation en finissent au tribunal, ce qui est très fréquent, les fonctionnaires favorisent systématiquement les Han. Et cela ne peut évidemment qu'entretenir les rancœurs. Disons que cette explication a au moins le mérite d'être un peu plus concrète que les généralités habituelles chez les historiens sur la décadence des Qing et la corruption de la bureaucratie.
Mais quelles qu'aient été les causes socio-économiques exactes, il semble assez clair que les élites chinoises, dont les élites Han, notamment les riches marchands qui étaient très concentrés dans le secteur de Qingyang et de Sanyuan, donc au cœur de la région d'irrigation du Weibei, et dont certains entretenaient des succursales jusque dans les provinces voisines, que ces notables, donc ces élites chinoises, étaient elles aussi extrêmement montées contre les musulmans et qu'elles aussi n'attendaient qu'une occasion pour en découdre. De fait, le premier incident grave aurait été une bagarre entre des roués et des marchands Han à Qingyang, donc en ville, dès 1861, avec un mort à la clé et avec le cycle habituel de la rétorsion et de la répression. Mais les choses sérieuses commencent l'année suivante, lorsque, comme je viens de le dire, des corps de troupes de rebelles aux longs cheveux, c'est-à-dire de Taiping, puisque comme vous savez, les Taiping se signalaient en laissant pousser leurs cheveux, contrairement à la coiffure obligatoire sous le régime mandchou, des troupes de rebelles aux longs cheveux donc s'infiltrent dans le sud du Shanxi avec apparemment l'intention de diviser les troupes gouvernementales afin de diminuer la pression sur leur base principale, c'est-à-dire leur capitale céleste à Nankin et les principales villes du Bayangtze. Les Taiping ne sont d'ailleurs pas seuls, ils se sont alliés avec une armée de Nien. Avec une armée de Nien, et ceux-là aussi sont des adversaires redoutables des Qing, car avant qu'on en vienne à bout, leur cavalerie aura semé pendant près de 15 ans la dévastation dans une grande partie de la Chine du Nord. Dans tous les cas, les assaillants pénètrent jusqu'au voisinage de Xi'an et s'attaquent aux sous-préfectures environnantes. Ils en capturent certaines le long de la route stratégique qui relie Xi'an à Tongguan, à l'est, et ils mettent toute la région en ébullition. Et c'est alors que les Hui se soulèvent pour de bon, et cette collusion entre rebelles Taiping ou Nien et bandits musulmans, c'est-à-dire dans la terminologie officielle entre Zei et Fei. Deux mots qu'on traduit usuellement par bandits, mais qui ont quand même une connotation différente, puisque les Fei sont plutôt des true Fei, c'est-à-dire des bandits locaux, alors que Zei est un mot qui peut vraiment désigner des véritables rebelles. Donc cette collusion épouvante la cour, qui ordonne une répression sans pitié. La formule est la même qu'ailleurs, c'est-à-dire combiner l'envoi d'un corps expéditionnaire avec l'organisation de milices locales placées sous le commandement de fonctionnaires originaires de la région et de notables locaux dont c'est la vocation naturelle de défendre leur pays natal. Or, les forces régulières envoyées depuis Pékin se font rapidement battre, si bien que, pour un temps, ce sont les milices armées des notables et des marchands qui deviennent le fer de lance de la résistance à la coalition des envahisseurs Taiping et des musulmans locaux. Et comme elles manifestent l'intention d'exterminer purement et simplement ces derniers, il est facile d'imaginer que les affrontements sont féroces. Mais à la longue, en fait, ce sont les Hui, en tout cas au début de cette histoire, donc en 1862 et 63, ce sont les Hui qui prennent le dessus sur les milices. Ils ravagent de nombreux bourgs et villages, assiègent et affament la ville de Qingyang pendant 6 mois, la moitié des habitants seraient morts de faim, et finissent par s'emparer de la ville au début de 1863, massacrent 70 000 personnes, c'est du moins ce chiffre qui est resté dans la mémoire toujours, et incendie les bâtiments administratifs, et par conséquent, et ça c'est une chose extrêmement déplorable pour l'historien, et par conséquent toutes les archives. Et d'ailleurs ça a eu des conséquences aussi sur la politique locale que je ne peux pas aborder aujourd'hui. Ceci, ce n'est que Qingyang, mais l'autre ville importante du Weibei, c'est-à-dire Sanyuan, est également attaquée, ainsi que de nombreuses autres localités dans le Guangdong. Il serait bien sûr superflu d'entrer ici dans les détails, et il devrait suffire d'indiquer que les attaques, les sièges et les captures de villes, les saccages de bourgs et de villages, les massacres systématiques, aussi bien par les forces musulmanes que par leurs adversaires, se répètent et se poursuivent jusqu'en 1868. En 1866 et 1867, les insurgés Hui, donc musulmans, sont de nouveau appuyés par une puissante armée de Nien qui a envahi le Shanxi une seconde fois. Les Nien réussissent à mettre le siège autour de Xi'an, qui d'ailleurs avait déjà été assiégé par une puissante armée de musulmans en 1863, donc 4 ans avant, et après que Xi'an a été délivré par le corps expéditionnaire envoyé à la rescousse par la cour,
Il remonte, les Niènes, jusque dans le nord de la province, jusqu'au nord de Yan'an en fait, avant d'en être finalement expulsé par les forces impériales. Mais ce qu'il importe ici de souligner, ce sont les conséquences de toutes ces batailles. Je veux dire la militarisation générale de la société locale, les destructions considérables un peu partout, les pillages généralisés, les pertes en vie humaine également considérables, les émigrations forcées, et justement le fait que la répression semble en fin de compte avoir momentanément éliminé les Chinois musulmans du Guangdong rural, par opposition à la ville de Xi'an où il reste une communauté importante. Les informateurs de Ma Changshu, dans les années 1950, lui montrent de nombreux villages qu'on désigne comme des anciens villages musulmans. Nous savons aussi qu'une grande quantité de terres cultivées ont été confisquées par l'administration comme biens musulmans rebelles, c'est-à-dire panhue, des musulmans rebelles, Chanier, pour être convertis en terres militaires, c'est-à-dire en Yingtian, donc des terres de colonisation d'État, si vous voulez. Pour être convertis donc en terres militaires, afin de soutenir, entre autres choses, la logistique des armées commandées par Zhou Zongtang au Gansu et au Xinjiang dans les années suivantes, et plus tard encore, et ça je reviendrai sur ce point, plus tard encore, notamment après la grande famine de Guangxu, une partie de ces terres confisquées donc seront redistribuées à des réfugiés venus d'autres provinces. Au total, la partie la plus prospère de la vallée de la Wei a été complètement ravagée pendant cette décennie 1860, pour la première fois depuis la fin des Ming, et avec des épisodes d'une violence qui n'est pas sans évoquer celle des années 1920 dont j'ai précédemment parlé. La grande famine de 1876 à 1879, qui dévaste non seulement le Shanxi, mais encore toutes les provinces de Chine du Nord, et qu'on appelait à l'époque parfois l'incroyable famine de 1877 et 1878, c'est-à-dire Dingwu Qihuang. Les mots Dingwu sont des caractères cycliques qui désignent les années 77 et 78, et donc la famine incroyable ou extraordinaire. Cette famine, donc, est, comme je le disais, la deuxième cause majeure du retournement de conjoncture dont j'ai parlé, qui marque en fait le début de l'histoire moderne de la région du Guangdong en termes d'économie et de peuplement. Cet événement est, à vrai dire, bien plus connu que les affrontements intercommunautaires dont je viens de parler, car il a eu une dimension internationale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. En outre, ce qu'on ne pouvait pas alors percevoir en Chine, la sécheresse des années 1870 en Chine du Nord était la manifestation locale d'un phénomène mondial, ou global si on veut, puisque pendant ces mêmes années exactement, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Java et le Brésil souffrent également de terribles sécheresses. Je mentionne cela parce que la reconnaissance de cette simultanéité d'un bout à l'autre de la ceinture tropicale et dans d'autres contrées plus au nord, comme justement la Chine du Nord, cette reconnaissance, cette identification, disons, a été un jalon important dans l'identification d'autres phénomènes globaux comparables, mais à d'autres époques, récurrents, avec une périodicité moyenne d'une quarantaine d'années, sans préjuger d'écart considérable par rapport à cette moyenne, avant que, donc on a identifié ça, et ensuite, nettement plus tard, on a à peu près compris la cause de ces phénomènes climatiques globaux. Je veux parler de ce que les météorologues ou les climatologues appellent aujourd'hui ENSO, qui est un acronyme qui signifie El Niño Southern Oscillation. C'est-à-dire une sorte de détraquement mondial du régime des précipitations, qui est donc appelé phénomène El Niño, c'est-à-dire l'enfant Christ, car ces premières manifestations de ce phénomène au large de l'Amérique du Sud étaient observées par les pêcheurs aux alentours de Noël.
c'est pour ça qu'on l'appelait El Niño, un détraquement qui résulte de proche en proche de l'oscillation, donc c'est le Southern Oscillation, des masses d'air dans l'océan Indien et dans le Pacifique Sud, et du renversement du régime habituel des vents. Cette oscillation a été identifiée dans les années 1920, donc, mais on a commencé de comprendre le mécanisme général de ces effets à travers le monde que dans les années 1960. Or, l'un des effets en question, c'est justement l'insuffisance des moussons dans l'Inde occidentale ou en Afrique du Sud, et plus au nord, ce sont les sécheresses de longue durée qui affligent périodiquement le Brésil et le nord de la Chine. Je ne vais bien sûr pas essayer de vous exposer les éléments de ce mécanisme dont le détail ne nous concerne pas ici et qui de toute façon sont assez compliqués à comprendre, même dans la présentation pour non-spécialistes qu'on en trouve dans l'ouvrage d'où je tire mon information. Mais cet ouvrage lui-même, dont l'auteur s'appelle Mike Davis, mérite d'être cité car il propose une combinaison ingénieuse, audacieuse même, d'explications météorologiques donc, et d'explications sociopolitiques pour les grandes famines du XIXe siècle. Le titre de ce livre, assez excitant, même si on peut en discuter certaines affirmations, et qui dans tous les cas a fait un certain bruit au moment de sa parution, ce titre annonce d'une certaine manière la couleur. C'est en effet, voici ce titre en anglais, Late Victorian Holocaust, donc les holocaustes de la fin de l'époque victorienne, El Niño Famines, donc les famines El Niño, and the Making of the Third World, et l'émergence du tiers-monde. Donc paru en 2001, et paru en français en 2003 d'ailleurs, aux éditions de la Découverte, sous le titre nettement moins réussi, Génocides tropicaux, catastrophes naturelles et famines coloniales 1870-1900, aux origines du sous-développement. Donc un titre extrêmement lourd, et qui perd en fait tous les mots un peu accrocheurs du titre anglais. Quoi qu'il en soit, la thèse, pour la présenter de façon simple, c'est que les crises de subsistance globale qui se sont succédées pendant la seconde moitié du règne de la reine Victoria, en 1876-1879, en 1889-1891, mais celle-ci en fait n'atteint pas la Chine, puis en 1896-1902, et effectivement, les 3 années 1999, 1900 et 1901 sont une période de sécheresse catastrophique en Chine du Nord, l'une des causes reconnues d'ailleurs de la révolte des Boxers. Donc c'est que ces 3 épisodes mondiaux de famine, causés par des sécheresses résultant du phénomène El Niño, dont on a pu démontrer l'activité tout à fait exceptionnelle pendant le dernier tiers du XIXe siècle, ont été pour une large part la conséquence de la politique coloniale des puissances, lesquelles ont tiré avantage de la situation pour élargir et consolider leurs possessions et pour extraire plus de ressources de ce qu'on n'appelait pas encore le tiers-monde. Et d'autre part, d'après Davis, ces famines, dans leurs pires aspects au moins, étaient un effet du système d'économie mondiale qu'il appelle victorien et qui était centré sur Londres. En bref, comme il le dit à un moment, les victimes des famines de l'ère victorienne se sont retrouvées en quelque sorte broyées entre 3 engrenages qui embrayaient l'un sur l'autre, le climat, l'impérialisme et le marché mondial. Ou, pour citer encore un autre passage que je traduis, il ne s'agit pas en l'occurrence de terre de famine. Et ce mot, Land of Famine, comme je vous l'avais dit, est le titre d'un ouvrage extrêmement connu sur la Chine, paru en 1923. Enfin, c'est pas de ça qu'il s'agit ici, mais il y a peut-être une allusion. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, de terre de famine, encalminée dans quelques bras stagnants de l'histoire mondiale, mais du sort des populations tropicales au moment précis, 1870-1914, où leur travail et leur production étaient activement enrôlés au service d'une économie mondiale centrée sur Londres. Des millions de personnes ont péri, non pas à l'écart du système mondial moderne, mais alors même qu'elles étaient incorporées de force à ces structures économiques et politiques. Elles ont péri pendant l'âge d'or du capitalisme libéral. En fait, ajoute Davis, beaucoup ont été assassinés, comme nous le verrons, par l'application théologique des principes sacrés de Smith, Bentham et Mill, autrement dit des grands prêtres de l'économie libérale. Autrement dit encore, et là curieusement on est tenté d'évoquer un vieux débat en Chine qui remonte au moins à l'époque des Song, autrement dit c'est la croissance aveugle qu'il appelle théologique dans les vertus de la liberté du commerce, et ici bien sûr d'un commerce dominé par les métropoles occidentales,
qui a conduit à laisser les masses asiatiques ou autres mourir de faim parce que les lois du marché prescrivaient de laisser partir ailleurs les ressources alimentaires disponibles. L'exemple le plus frappant peut-être que donne Davis de cette situation, de ce paradoxe sinistre pourrait-on dire, c'est sans doute celui de la famine monstrueuse de 1876 à 1879, exactement comme en Chine, mais là en Inde, pendant laquelle les morts de faim gisaient le long des voies ferrées, car l'Inde coloniale avait des moyens de transport modernes, contrairement à la Chine à la même époque, alors même que l'Inde britannique, dit-il, exportait massivement du grain vers l'Angleterre au milieu d'une famine effrayante. Et l'inhumanité du gouvernement anglais en Inde est d'ailleurs bien symbolisée par la couverture du livre, enfin que je vous montre de loin, où on voit en haut le vice-roi des Indes, Lord Lytton, vautré dans son trône de vice-roi, avec tout son uniforme et ses médailles, et avec des sbires indiens derrière lui agitant des éventails en plumes de paon. Et puis en bas, des squelettes vivants, donc les victimes de la famine, quelques Indiens dont Lord Lytton se préoccupe assez peu. La situation est tout aussi terrible en Chine du Nord pendant les mêmes années, assurément, mais les choses ne se passent pas de la même façon. La Chine n'est pas une colonie, comme l'Inde, ni même une colonie économique, du moins pas encore vraiment à cette époque, et on ne peut certainement pas dire que les marchés européens la vidaient de ses grains. Mais Davis réussit quand même à poser la question suivante. Comment pouvons-nous rendre compte, dans le cas de la Chine, de ce déclin massif en termes de capacité de l'État et d'assistance publique, spécialement de secours contre les famines, qui semble procéder au même pas que l'ouverture forcée de l'Empire à la modernité par l'Angleterre et les autres puissances? Bonne question, en effet. Le problème, cependant, c'est que le déclin incontestablement dramatique des politiques d'assistance alimentaire de l'État impérial chinois n'était pas une conséquence de son ouverture à l'économie mondiale à partir des guerres de l'opium, et surtout à partir de la seconde guerre de l'opium et des traités de 1860. Il s'était enclenché bien avant, dès le début du XIXe siècle, pour des raisons essentiellement endogènes qu'il serait trop long de développer ici. Tout au plus peut-on dire, ce n'est pas négligeable, mais ça ne résume pas tout le problème, tout au plus peut-on dire que ce déclin a été encore accéléré, d'abord par la récession économique des années 20 et 30 du XIXe siècle, dont une des causes a en effet été le renversement de la balance commerciale de l'Empire dû aux importations britanniques d'opium, illégales à cette époque. Et ensuite, que ce déclin a été accéléré par les effets indirects des guerres de l'opium et d'autres guerres plus tard dans le siècle, c'est-à-dire l'affaiblissement consécutif des moyens de l'État, la déplétion des greniers publics pour subvenir aux besoins des armées, les indemnités de guerre à financer, la désorganisation temporaire de l'administration dans de vastes régions, etc. Encore que de ce point de vue, les rébellions internes des années 1850 à 1870, dont nous avons eu un aperçu tout à l'heure, ont probablement pesé beaucoup plus lourd. Mais, quoi qu'il en soit de ces questions, les différences en termes de capacité des États à alléger les effets des accidents agricoles d'origine climatique sont évidemment une variable essentielle. Davis en discute dans un de ses chapitres, et comme il se doit, sur ce sujet de l'État, la Chine est en particulièrement bonne place. La démarche suivie à cet endroit, là où il en parle, par Davis pour étudier cet aspect du problème consiste à rechercher un analogue historique aux famines de la fin de l'ère victorienne, dans lequel les paramètres naturels, c'est-à-dire climatiques, seraient à peu près les mêmes, mais où ce qu'il appelle les variables sociales, à commencer par la situation politique et par le niveau d'intervention de l'État, seraient au contraire significativement différentes. Et à essayer ensuite de mesurer les effets de ces différences, toutes choses climatiquement égales par ailleurs, en ce qui concerne le sort des populations. Or, l'exemple choisi par Davis pour cette démarche, qu'on pourrait dire expérimentale, enfin qu'il dit expérimentale, historiquement expérimentale, exemple dont il nous dit d'ailleurs qu'il est particulièrement approprié, est un épisode El Niño remontant aux années 1743 et 1744, considéré comme exceptionnel par les spécialistes, les historiens du climat aujourd'hui, et qui a donné lieu à une grande sécheresse et à une famine en Chine du Nord,
plus spécialement dans les provinces du Zhejiang, c'est-à-dire la province métropolitaine, et du Shandong, donc une vaste région au sud de Pékin. Et il se trouve que cette famine de 1743 à 1744, dont j'ai donc découvert dans le livre de Davis que c'était une famine El Niño, je la connais bien puisque je lui ai consacré un livre dans le temps. Et c'est justement sur ce livre, et sur un autre encore, consacré à la politique de stockage public des grains sous les Qing, que j'ai publié avec un collègue, c'est sur ces livres donc que Davis s'appuie, d'ailleurs un peu trop à mon avis, pour démontrer qu'avec un État attentif et bien organisé, et avec des procédures bien au point, un événement climatique catastrophique peut ne pas résulter dans une famine, elle aussi catastrophique. C'est-à-dire que, même si c'est la disette, on ne déplore pas de surmortalité notable, ni de chaos social. Or, cet épisode El Niño du début des années 1740 était, là encore, un phénomène mondial. Et Davis se plaît à souligner lourdement le contraste avec la situation en Europe, à peu près au même moment, entre 1740 et 1743, en Europe où des hivers arctiques, dit-il, et des sécheresses pendant les étés provoquèrent la mort de millions de personnes pour cause de famine ou d'épidémies reliées à la famine. Et il conclut: dans l'Europe de l'âge de la raison, les masses affamées étaient françaises, irlandaises ou calabraises, mais pas chinoises. Ce tableau très rose que donne Davis de la situation en Chine au milieu du XVIIIe siècle, basé donc en bonne partie sur mes propres travaux, où il a encore une fois un peu trop tendance à surtout choisir ce qu'il arrange, à tel point qu'on croirait parfois lire les propos enthousiastes des jésuites sinophiles de l'époque. Ce tableau extrêmement optimiste vient en contraste très fort, non seulement avec la situation contemporaine en Europe, donc, où là c'est au contraire l'indifférence des monarques aux problèmes de développement et de sécurité économique que Davis a tendance à exagérer, mais aussi, et j'y reviens donc, avec la situation en Chine à la fin du XIXe siècle. Certes, la méga sécheresse, comme l'appelle Davis, de 1876 à 1879, provoquée par un phénomène El Niño dont les climatologues estiment qu'il représente un pic absolu sur une période de peut-être 5 siècles, y compris en tenant compte de ces manifestations les plus récentes qui ont été assez violentes. Cette sécheresse donc a été plus longue, plus intense et surtout beaucoup plus étendue géographiquement que celle de 1743 et 1744 dont nous venons de parler. Et il est certain que si l'État impérial chinois au milieu du XVIIIe siècle, avec tous ses moyens et avec son organisation bien rodée, avait été confronté à un pareil phénomène, il y aurait eu beaucoup plus de souffrances et beaucoup plus de victimes qu'il y en a eu en Chine du Nord dans les années 1740. Mais il est tout aussi certain qu'il y en aurait eu beaucoup moins, grâce précisément à ces moyens et à cette organisation, qu'il y en a effectivement eu au début du règne de Guangxu, dans la deuxième moitié des années 1870. La famine de Guangxu, donc, frappe l'ensemble des provinces du Nord, depuis le Gansu à l'ouest jusqu'au Zhejiang, donc au Hebei à l'est, en passant par le Shanxi et le Henan. Et elle aurait fait, suivant des estimations nécessairement impressionnistes, car l'appareil d'État ne disposait plus d'aucun outil statistique sérieux à cette époque, entre 10 et 20 millions de morts au total. Concernant la famine du tournant du XXe siècle, dont je redirai un mot, on parle d'une dizaine de millions de victimes, et pour ce qui est de celle de 1928 à 1930, j'y reviendrai en détail plus tard. Cela étant, au-delà du coût humain et économique, il y a certains aspects de cet événement sur lesquels je voudrais m'attarder un instant, car ils préfigurent de façon importante les famines du XXe siècle qui sont au cœur de notre sujet. L'un des traits originaux de la famine de Guangxu, d'ailleurs souvent souligné, c'est qu'elle a marqué en Chine les débuts de ce qu'on pourrait appeler la philanthropie nationale, entre guillemets. Je veux dire par là que, pour la première fois dans l'histoire de l'Empire, des personnes privées se sont spontanément organisées pour contribuer de leurs deniers à des opérations de secours charitables concernant des régions éloignées de la leur, et même très éloignées. Étrangère, pourrait-on presque dire, au sens où le sentiment d'appartenance régionale, toujours très fort chez les Chinois, l'emportait de très loin sur le sentiment, à cette époque, sur le sentiment d'appartenir à une nation solidaire. Pour ne donner qu'un exemple, qui m'avait beaucoup frappé à l'époque où je lisais des sources sur la transition entre les Ming et les Qing, donc le milieu du XVIIe siècle, lorsque les habitants du Yangtze entendaient parler des cas de cannibalisme signalés pendant les terribles famines qui affligeaient les provinces du Nord aux alentours de 1640, avant
que dans le sud aussi, ils étaient à leur tour à subir les mêmes misères, c'était pour eux quelque chose de totalement exotique, qu'ils n'arrivaient pas à croire et surtout qui ne les concernait pas. Ce n'est pas que, avant la famine de Guangxu, pour y revenir, les stocks alimentaires et encore plus les ressources financières n'étaient pas susceptibles d'être transférés d'un bout à l'autre de la Chine, ou presque, pour venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles. Simplement, et ça s'est surtout produit au XVIIIe siècle, simplement lorsque de tels transferts avaient lieu, c'était l'État qui les concevait et qui les mettait en œuvre. Et il s'agissait de ses propres ressources. La philanthropie privée était sollicitée, certes, et souvent elle s'organisait spontanément, parfois même c'était elle qui supportait la plus grande partie de l'effort, mais c'était toujours dans un cadre local. Il s'agissait bien de venir en aide à son propre voisinage, à ses compatriotes, si on veut, à l'échelle de la sous-préfecture au maximum, c'est-à-dire du district. De secourir des gens qui vous en auraient, en somme, de secourir des gens qui vous en auraient une reconnaissance sociale immédiate. L'institution typique depuis la fin des Ming pour ce genre d'entreprise, c'était ce qu'on appelle, il n'y a pas de bon mot français en anglais, le rôle charitable, c'est-à-dire pavillon, maison, je ne sais pas comment traduire en français, donc Trao, avec un nom qui en indiquait la vocation, c'est-à-dire que il y a des tas de noms, mais par exemple, un des plus répandus, c'est Tongzhen, c'est-à-dire l'humanité partagée. Donc le rôle de l'humanité partagée est un nom typique, de ces institutions charitables, qui étaient animées par un groupe de notables, parfois aussi de marchands, constitués pour l'occasion. Et ces halls pouvaient se fédérer et faire les choses sur une assez grande échelle, surtout quand l'administration locale avait elle-même peu de moyens à mettre en œuvre, même si elle restait toujours la référence ultime et si elle restait toujours une source de patronage indispensable. Le hall charitable, donc le Trang, est à l'origine une institution typique des riches préfectures du Bayangtze, dès la fin du XVIe siècle donc, mais on en trouve ensuite d'innombrables exemples jusqu'à la fin de l'Empire et probablement au-delà. Et encore une fois, son rayon d'action était toujours local. Les seuls transferts à longue distance non publics, au bénéfice des régions souffrant de famine, étaient des transferts commerciaux et non pas charitables. Et en outre, leur destination était souvent déterminée par l'État, par exemple par des dispenses de taxes de transit calculées pour que les marchands aillent où on voulait qu'ils aillent, plutôt que par le jeu spontané du marché. Une autre nouveauté importante au moment de la famine de Guangxu et appelée à beaucoup d'avenir, c'est qu'à cette époque émerge toujours dans la même région, dans le Bayangtze, et spécialement à Shanghai, un milieu de spécialistes, quasiment de professionnels, de la mobilisation charitable pour venir en aide aux provinces du Nord. Il s'agit en l'occurrence de gens qui possèdent les moyens matériels, l'infrastructure, la compétence et aussi l'expérience pour organiser des campagnes de contribution auprès du public, faire de la publicité, et les journaux de Shanghai, aussi bien en anglais qu'en chinois, jouent un grand rôle dans ces affaires à partir de ce moment, pour tenir les comptabilités, convoyer les fonds vers les régions auxquelles ils sont destinés, et même procéder sur place à leurs propres enquêtes sur les besoins et faire distribuer les fonds, ou les grains achetés avec les fonds, par leurs propres équipes. En d'autres termes, ces gens sont capables de se substituer entièrement à l'administration, à laquelle, à la limite, on ne demande plus que de jouer le rôle de sanction officielle. Et c'est ce que résume l'expression chinoise min xuan, min ban, qu'on pourrait gloser par, enfin en ajoutant quelques adverbes, non seulement les gens ordinaires, donc min, le peuple littéralement, donc les non-fonctionnaires apportent des contributions, mais encore min ban, c'est eux qui gèrent toute l'affaire, ils administrent. Et c'est une expression qui est courante pour ces affaires à l'époque. Donc par opposition à min xuan guan ban, donc les gens payent et l'administration s'occupe de tout. Il n'est pas impossible, soit dit en passant, que cette prise en main de l'ensemble du processus par des philanthropes agissant indépendamment de l'administration soit allée de pair avec l'apparition, à cette époque, en tout cas autant que je puisse en juger,
autant que j'en puisse en juger, c'est bien dans ces années-là, l'apparition du terme Ijun, c'est-à-dire secours charitable. Ijun, qu'on retrouvera bien sûr dans le nom de la CIFRC qui est Huayan Ijun Hui. Sous les Qing, en effet, le mot Zhen, donc le deuxième caractère qui signifie secourir des gens qui ont faim, en était venu à désigner spécifiquement les opérations conduites sous l'égide du gouvernement. Et à présent, donc, il aurait été récupéré, ce terme, par des organisations non gouvernementales. Cela reste à vérifier, je m'empresse de le dire, et il faudrait que je retourne à des textes antérieurs à la famine de Guangxu, que je n'ai guère pratiqué depuis assez longtemps. Mais une chose au moins est sûre, c'est que les grands dictionnaires ne donnent que des références modernes pour le mot Ijun. Quant au terme Ishen, donc c'est le même I, mais Shen, le mot qui signifie un notable, littéralement quelqu'un qui a passé des examens. Le terme Ishen, notable charitable, qui apparaît constamment pour désigner les gens dont je suis en train de parler, ce terme est tout simplement absent de tous les dictionnaires. Cela étant, et quoi qu'il en soit de ces considérations lexicales, ces nouveaux spécialistes de la charité organisée sont le plus souvent des grands marchands, dont la plupart possèdent également, comme c'était si souvent le cas dans les dernières décennies des Qing, possèdent également des titres de fonctionnaires qu'ils ont achetés, qu'ils ont acquis contre contribution. Ce sont donc ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait des notables marchands, des shenshang. Et ces titres officiels, que l'État n'était que trop enclin à brader pour se faire un peu d'argent, étaient importants parce qu'ils vous conféraient de facto le même statut que les fonctionnaires. Et ils vous permettaient par conséquent de parler d'égal à égal avec eux, tout en respectant bien sûr les hiérarchies internes du milieu. Arrivé à ce point d'ailleurs, je voudrais dire un mot rapide d'un travail récent qui traite exactement du rôle de ces spécialistes de la philanthropie et au Shanxi. Il ne s'agit pas cependant de la famine de Guangxu, mais d'une autre de ces sécheresses dites El Niño, dont la répétition pendant le troisième tiers du XIXe siècle est tellement remarquable. En l'occurrence, c'est la troisième, mais en Chine c'est seulement la deuxième, celle qui se trouve chronologiquement juste à cheval sur l'année 1900. Le travail en question est une communication présentée en août dernier à un colloque sur la famine en Chine sous la dynastie des Qing, organisé par l'Université du Peuple, Jiamin Daxue, à Pékin, un colloque auquel il se trouve que j'ai assisté. Une communication donc due à un historien de l'Académie des sciences sociales de Chine, dont le nom est Zhu Hu. Zhu Hu. Et le sujet de ce papier, donc, de Zhu Hu, ce sont les circonstances dans lesquelles la Cour fit désespérément appel à ces professionnels de la lutte contre la famine au Shanxi, en 1900 et en 1901, et plus précisément, le rôle qu'y jouèrent plusieurs d'entre eux, peu importe les noms, mais certains marchands de Shanghai qui avaient déjà gagné leur galon dans ce type d'activité pendant la famine de Guangxu, et d'autres qui avaient imité leur exemple pendant les années suivantes. Donc tous ces gens sont basés à Shanghai et la Cour leur fait désespérément appel. Mais pourquoi au Shanxi et pourquoi désespérément? Eh bien parce que, comme chacun sait, à la suite du désastre des Boxers en 1900 et juste avant l'attaque de l'armée alliée des 8 nations contre Pékin, la Cour, l'impératrice douairière Cixi en tête et emmenant avec elle l'empereur Guangxu, maintenu en semi-captivité depuis le coup d'État de 1898, avait quitté la capitale au milieu du mois d'août 1900, donc, de cette même année, et était allé se réfugier avec le dernier carré des fidèles à Xi'an, sous prétexte d'aller inspecter les régions de l'Ouest. Or, la situation matérielle de ce gouvernement en exil, ou plutôt en fuite, était d'autant plus précaire que la région était donc en proie depuis l'année précédente à une terrible sécheresse, plus intense encore, semble-t-il, que celle qui avait jeté les paysans du Shandong et du Zheli dans les bras des propagandistes boxeurs, juste avant, en 1899 et en 1900, d'où tout était parti. Donc d'autant plus précaire que la région était en proie à une terrible sécheresse, que la famine régnait presque partout,
que des millions d'habitants étaient affectés, d'habitants de la province, et que l'on rapportait les manifestations les plus extrêmes, typiques des situations de très grave famine, c'est-à-dire les gens qui se nourrissent de l'écorce des arbres, ou même le cannibalisme. Et cette situation s'est prolongée jusqu'à la fin de 1901, faisant quelques 2 millions de morts, d'après au moins une estimation, et avec des effets peut-être plus graves encore que la famine de Guangxu 25 ans plus tôt. Dans tous les cas, le gouvernement croupion de Cixi, réfugié à Xi'an, dans le lointain nord-ouest, était totalement coupé des ressources de l'Empire, et aussi bien l'Empire était plongé dans le chaos du fait des événements récents. Si bien qu'il était de facto impossible non seulement d'aider les populations locales en signe de légitimité, mais encore de simplement fonctionner, sans parler des problèmes de sécurité posés par la présence de la cour dans un environnement aussi volatile et qui pouvait même devenir menaçant, les habitants du Nord-Ouest étant réputés violents, comme on ne manque jamais de le rappeler. D'où les appels lancés avec insistance par les hauts fonctionnaires de la province et par la cour aux notables et aux marchands philanthropes de Shanghai, dont Zhu Hu montre que pour la première fois dans l'histoire de la dynastie, le gouvernement s'est presque entièrement reposé sur leurs contributions, sur leur présence sur le terrain avec les équipes qu'ils avaient amenées avec eux et sur leurs méthodes pour essayer de secourir les victimes de la famine. Même si, dans les proclamations officielles, ce n'était supposé être qu'un appoint, ou plutôt une sorte de collaboration. Et la réponse des gens de Shanghai a été d'autant plus positive que la présence au Shanxi des deux palais, Yangon, comme ont désigné l'impératrice douairière et l'empereur, et dans une situation excessivement précaire, faisait de l'opération une cause non seulement nationale, littéralement, concernant la situation globale, c'est comme ça qu'on dit, qu'on disait donc cette affaire, bien que se passant au Shanxi, concerne la situation générale dans le pays. Non seulement cela, mais une cause véritablement dynastique, pour ne pas dire légitimiste. Comme l'attestent les déclarations des notables de Shanghai, venus à la rescousse, ainsi d'ailleurs que les appels parus dans la presse, dans le Shenbao, etc., il s'agissait bien de se revaloir de la dynastie Baoguo, en allant secourir les populations du Shanxi, au milieu desquelles se trouvaient l'impératrice et l'empereur. Et je traduis ce revaloir de la dynastie parce que je pense que le sens moderne de servir la patrie serait, à cette époque, serait encore anachronique. Certes, ce n'était pas exactement la même chose, donc nous sommes en 1900, que dans le cas de la famine de Guangxu. Mais pour revenir à cette dernière, il y a encore un aspect fondateur, en quelque sorte, dont il me faut dire un mot, car il inaugure un type de discours sur la famine qui sera central dans les années 1920, lesquelles, bien sûr, nous concernent au premier chef. J'ai déjà mentionné le fait que la famine de Guangxu est la première à avoir eu une forte visibilité internationale. Comme il était après tout naturel, ou inévitable, disons, puisque c'était le premier événement de cette nature et de cette ampleur à se produire à un moment où Européens et Américains étaient présents en nombre en Chine, tant dans les centres urbains de la côte Est et à Pékin que déjà dans l'intérieur, ceci valant surtout pour les missionnaires. De ce fait, la famine des années 1876 à 1879 non seulement est abondamment couverte dans les médias occidentaux, mais encore elle marque le début d'un débat contradictoire sur la nature même et sur les causes des famines en Chine, qui reviendra à maintes reprises dans les décennies suivantes. J'y ai d'ailleurs fait brièvement allusion à propos de la famine de 1928 à 1930, lorsque j'ai mentionné, la dernière fois ou il y a 15 jours, le rapport de la Croix-Rouge américaine, très hostile aux distributions gratuites de secours, telles que les pratiquaient alors les organisations charitables chinoises, ainsi que, faute de pouvoir lancer des grands programmes de développement dans les conditions chaotiques de l'époque, ainsi que la CIFRC. Or, on trouve des critiques du même type, toutes choses égales par ailleurs, chez les étrangers de Chine au moment de la famine de Guangxu. C'est ainsi que, dans une communication présentée au colloque de Pékin, auquel je viens de faire allusion, Catherine Edgerton, qui est une chercheuse américaine ayant beaucoup travaillé sur cette famine, justement, dans la province, non pas du Shanxi malheureusement, mais du Shanxi, donc Catherine Edgerton analyse de façon très intéressante les interprétations divergentes des étrangers de Shanghai et des autorités chinoises sur les causes de cette famine. Comme elle le montre,
Dans le discours porté par la presse étrangère, à commencer par le North China Herald, le grand journal en langue anglaise publié à Shanghai depuis 1850, dans ce discours, donc, les principaux coupables, ce sont les mandarins corrompus et incompétents. C'est le gouvernement chinois, non pas tant parce qu'il ne fait rien, que parce que ce qu'il essaye de faire, sans grand succès d'ailleurs, est contre-productif. En tentant d'envoyer dans les régions sinistrées des secours vendus à bas prix, il interfère avec la liberté du marché, sacro-sainte. Et en distribuant des secours gratuits, donc sans exiger un travail productif en contrepartie, il encourage la paupérisation des masses. Et dans un éditorial de 1878, le même North China Herald proclame que celui qui pourra un jour sauver la Chine, c'est l'ingénieur patriote, l'homme de science capable à la fois d'analyser objectivement les causes de la famine et de construire des voies ferrées pour porter secours aux masses affamées. Et là, qu'il s'agisse de voies ferrées ou d'autres infrastructures, c'est un thème qu'exprimeront avec beaucoup de force, une cinquantaine d'années plus tard, non seulement des ingénieurs comme Todd et ses collègues américains en Chine, qui se considèrent comme des sortes de missionnaires, mais également des ingénieurs chinois formés à l'occidental comme Li Jie et une quantité d'autres. Donc ce dont a besoin la Chine, c'est d'une part le laisser-faire et d'autre part le progrès. Au même moment exactement, en tout cas d'après Davis et les sources sur lesquelles il s'appuie, au même moment, les voies ferrées construites par les Anglais en Inde n'étaient justement pas utilisées pour importer des vivres dans les régions les plus touchées par la famine, mais plutôt pour les transporter vers les marchés les plus rémunérateurs. Ce qui signifierait que, du point de vue des masses affamées en tout cas, la combinaison des transports modernes et de la liberté du marché n'était pas nécessairement la combinaison gagnante. Quoi qu'il en soit, l'attitude des autorités chinoises que visaient de telles critiques était à vrai dire ambiguë à ce moment. Le discours officiel sur la famine restait fidèle à la ligne traditionnelle. L'empereur doit corriger son comportement et ses pensées afin de convaincre le ciel de rétablir l'équilibre cosmique et le régime normal des précipitations, maintenir en vie les sujets de l'empire et la priorité absolue, et toutes les énergies des fonctionnaires doivent être tendues vers ce but. Dans la pratique, au moment de la grande famine de 1876 à 1879, le pouvoir central était non seulement dans les plus grandes difficultés financières, mais il était en outre affaibli politiquement. L'empereur Guangxu était encore un enfant en bas âge et l'impératrice douairière était très critiquée pour avoir choisi de mettre sur le trône, lors du décès sans fils de son mari, l'empereur Tongzhou, d'avoir choisi de mettre sur le trône un de ses neveux qui ne cadrait pas avec la succession normale de génération. Un problème, de rituel. Et de ce fait, la cour n'était pas vraiment, enfin du fait de cet affaiblissement politique temporaire, la cour n'était pas vraiment capable d'arbitrer entre les deux factions de hauts fonctionnaires les plus puissantes à ce moment, dont l'une voulait consacrer le maximum de ressources au projet de modernisation industrielle et de défense côtière. Son chef était bien sûr Li Hongzhang, tandis que l'autre, dont le leader était Zhuo Zongtang, que j'ai cité tout à l'heure, tandis que l'autre donnait la priorité à la défense continentale et à la consolidation de l'Asie centrale.